abrupte à chaque fois, de ne pas mettre de questions, là, de passer du premier speaker au deuxième. Donc c'est mon plaisir d'introduire le prochain speaker, qui est un de mes très bons amis de longue date, et directeur de recherche CNRS à Lyon, président de l'ESRS à vie, peut-être. Depuis que j'y vais, c'est toujours le même. Heureusement qu'on ne fait pas ça à la SFRMS. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, c'est les 70 ans de la découverte de deux points fondamentaux dans la science. La découverte de l'ADN et la découverte du sommeil paradoxal. Pour mon ami Pierre-Hervé Lupi, l'ADN, il s'en fout un peu. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le sommeil paradoxal. Ça fait 70 ans qu'il travaille dessus, enfin du moins son labo. Avant, c'était Michel Jouvet. Et pour une fois, il est en accord avec les Américains, parce que les Américains, ils parlent pas de sommeil paradoxal ou de sommeil lent, ils disent REM and non-REM. Comme vous le savez probablement, nous on dit sommeil lent, mais pour eux c'est sommeil paradoxal, et tout ce qui n'est pas du sommeil paradoxal, c'est non-REM. Pourtant, le REM, c'est beaucoup moins fréquent, ça apparaît après le sommeil lent, il y a des espèces qui dorment qui n'ont pas de sommeil paradoxal, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait l'appeler non-REM? C'est que ça doit avoir une fonction. Et donc Pierre Hervé va nous dire un petit peu, j'espère, nous faire rêver, c'est pourquoi c'est si important que ça, le sommeil paradoxal. Merci Pierre Hervé. Ok, merci Yves pour cette introduction sur mes 70 années de carrière. Bon, effectivement, j'approche, mais je ne suis pas tout à fait là. J'aurais presque envie de faire un sondage avant dans la salle en vous demandant si vous croyez que le sommeil paradoxal est effectivement plutôt proche de l'éveil. Alors ceux qui pensent que c'est le cas, est-ce qu'ils peuvent lever la main ? Est-ce que le sommeil paradoxal est proche de l'éveil? Je ne vois pas beaucoup de mains levées, si, il y en a un petit peu. Est-ce que beaucoup pensent que le sommeil paradoxal est loin de l'éveil? Levez la main. Ah, c'est encore timide tout ça. En fait, je vais vous présenter ces résultats donc, du laboratoire sur cette question qui me passionne, bien sûr. En fait, il y a la réponse dans cette diapo. Je pourrais m'arrêter là, puisque les neurones verts sont les neurones actifs pendant le sommeil paradoxal sur cette diapo, et les neurones rouges sont ceux qui sont actifs pendant l'éveil. On voit bien que c'est différent. Mais bon, je vais quand même aller un petit peu plus loin dans la démonstration et essayer de, vous résumer justement ce qu'on sait sur le sommeil paradoxal et essayer de savoir si c'est vraiment différent ou la même chose que l'éveil. Donc bien sûr, je reviens à mon patron avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, Michel Jouvet, qui est le père du sommeil paradoxal, et je lui dédie une fois de plus cette conférence. Une question importante, je pense que très peu d'entre vous travaillent chez l'animal et connaissent en fait les différentes méthodes qui sont utilisées pour étudier le sommeil chez l'animal. D'ailleurs, une première question, et d'ailleurs on nous la pose un peu même au niveau de la communauté européenne, c'est pourquoi continuer à travailler chez l'animal? On va se dire, vous n'avez plus besoin de ce modèle, et d'ailleurs on est en danger au niveau de l'expérimentation animale d'être interdit d'expérimenter. En fait, sans l'expérimentation animale, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution de la médecine dans l'avenir. Il n'y a pas eu d'évolution même dans le temps. Donc il faut, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, l'expérimentation animale pour avancer sur les connaissances. Et comment ça se passe? Je pense que ce qui est très important, c'est la méthodologie, et c'est ce qui souvent nous a fait avancer dans l'histoire. Je remonte ici juste aux questions des méthodes et pourquoi elles sont importantes.
Si je repars à Michel Jouvet, dans les années 50-60, il faisait des sections étagées du tronc cérébral, puis des lésions électrolytiques pour montrer l'importance des structures ici dans le sommeil paradoxal. Donc vous voyez que c'était des techniques qui étaient peu encore développées, mais quand même déjà très intéressantes. Ensuite, on va passer aux années 2000, où nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on était capable, on n'était pas les seuls, hein, mais on va dire au niveau méthodologique, on était capable, vous voyez, sur un rat qui est en contention, ce qui paraît fou, c'est que ce rat fait du sommeil paradoxal. Et vous êtes capable d'enregistrer l'activité unitaire d'un seul neurone et de faire de la pharmacologie locale avec des agonistes, des antagonistes, tout ce que vous voulez sur un neurone. Donc vous voyez la puissance de la méthodologie qui, bien sûr, n'est disponible que chez les animaux. Ensuite, on passe dans le début des années 2000, et là, on a introduit en fait une nouvelle technique, si on veut, puisqu'elle est basée sur Michel Jouvet encore, qui est la privation de sommeil paradoxal. Vous voyez ici qu'on fait une privation de sommeil paradoxal. L'animal va tomber dans l'eau quand il n'a plus de tonus musculaire. En fait, vous allez voir qu'il ne tombe pas, c'est assez rigolo. Et ensuite, on a, quand on arrête, une récupération du sommeil paradoxal. Grâce à cette méthode, en couplant avec l'imagerie du cerveau, on peut voir quels sont les neurones qui sont actifs pendant le sommeil paradoxal, qui expriment une protéine qui s'appelle le céphos, dont je vais revenir beaucoup dessus. C'est une protéine nucléaire qui nous permet de visualiser les neurones responsables du sommeil paradoxal, de l'éveil, ou tout ce que vous voulez en fait. Et j'en arrive à la dernière révolution, la révolution actuelle des neurosciences sur l'expérimentation animale. Quelles sont les nouvelles stratégies pour identifier les populations de neurones impliquées dans le sommeil paradoxal ou dans tout ce que vous voulez au niveau du cerveau? Il y a l'optogénétique, qui est une méthode de manipulation de l'activité neuronale très spécifique, la chémogénétique, de traçage rétrograde-antérograde spécifique d'un type neuronal donné, donc c'est extrêmement précis, l'imagerie calcique qui nous permet de suivre l'activité aussi d'un seul neurone à la fois, et enfin on peut également, avec la RT-PCR cellule unique, chez la souris transgénique, tout ça chez la souris transgénique, on peut identifier en fait tous les gènes qui s'expriment dans un neurone donné, un seul. Alors nous, on utilise une souris qui répond à toutes ces questions, qui peut être utilisée avec toute cette méthodologie. C'est une souris qui s'appelle la souris TRAP2, une souris complexe qui a 2 transgènes différents. Donc je vais vraiment pas trop tomber dans la technique aujourd'hui, hein, c'est un peu trop délicat, il faudrait un peu plus de temps. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette souris, qui est quand même extrêmement sophistiquée, nous permet d'imager les neurones à 2 points différents dans le temps. En fait, il a un transgène ici qui va s'exprimer uniquement quand on injecte le tamoxifène. Donc si vous faites un premier stimulus, vous injectez le tamoxifène, vous avez l'expression de la protéine TD-tomato qui est fluorescente. Cette expression, c'est magique, elle dure tout le temps. Donc ça veut dire que les neurones qui sont activés à un instant donné vont toujours être marqués en rouge. On fait ça parce qu'en fait, la protéine céphos, qui est le marqueur d'activité dont je vous ai parlé, lui, disparaît au bout de 2 heures. Donc si vous voulez voir une deuxième période, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un deuxième stimulus. Vous avez votre protéine céphos qui va s'exprimer, mais vous devez perfuser l'animal dans les 2 heures pour voir les neurones fausses qui sont un marqueur nucléaire. Donc cette souris va nous permettre d'identifier la fonction de tous les types de neurones activés pendant le sommeil paradoxal. C'est ça, tout simplement, la puissance de la méthodologie. Comment on fait ça ? Le problème du sommeil paradoxal, c'est que c'est un état rare. C'est un état extrêmement difficile à étudier. Je me demande des fois pourquoi je me suis mis à étudier ça. Parce qu'il y a des périodes d'1 minute, moins d'1 minute chez la souris en plus. Plus on va chez le Dura, la souris, au chat, la souris, ça diminue en durée. Donc ça devient très dur. Pour étudier ça, ce qu'on est obligé de faire, donc, c'est de faire des privations
Ici, maintenant, avec une méthode nouvelle par rapport à la piscine, une méthode de privation automatique de sommeil paradoxal. Vous voyez qu'ici, le logiciel repère en temps réel le sommeil paradoxal et secoue la cage, ce qui nous empêche d'avoir du sommeil paradoxal pendant 48 heures. Quand on arrête, l'animal récupère le sommeil paradoxal et en fait 30%. C'est tout ce qu'on peut avoir, 30%, mais c'est déjà beaucoup, parce que si à ce moment-là, on injecte le 4-hydroxytamoxyphène ou on perfuse l'animal, on va pouvoir voir le réseau neuronal activé pendant le sommeil paradoxal. La beauté de cette méthode, c'est qu'en fait, on peut faire... ici, on a fait, par exemple, le même état 2 fois, mais on va dire que c'est plus pour contrôler que cette méthode est valide. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand vous faites 2 états différents. Un état éveil, ensuite, un état sommeil paradoxal et une perfusion. À ce moment-là, on va voir les neurones activés pendant l'éveil en rouge et les neurones activés pendant le sommeil paradoxal en vert sur le même animal. Donc, si je continue ma journée sur l'évolution des méthodes maintenant et que je retourne un petit peu sur les premiers travaux de Michel Jouvet, et progressivement, on va évoluer dans le temps jusqu'à cette souris. Si je retourne à Michel Jouvet, et cette étude reste séminale, bien sûr, on voit ici qu'il a enlevé, il était neurochirurgien, donc il avait enlevé toute la partie antérieure du cerveau, il n'avait laissé que le tronc cérébral et le cervelet. Ces animaux avaient une activité musculaire très importante, comme on le voit ici. Bien sûr, il n'y a pas d'électroencéphalogramme, on est bien d'accord. Et de temps en temps, ces animaux montraient une disparition totale du tonus musculaire. Ce qui est quand même assez fou, et vous voyez que c'était assez régulier dans le temps, ça durait à peu près 6 minutes. Il a ensuite montré que quand sur un chat normal, cette période d'atonie musculaire était accompagnée de activation corticale. Il y avait aussi des mouvements rapides des yeux, ce qui est quand même extraordinaire. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le tronc cérébral est nécessaire et suffisant pour générer le sommeil paradoxal. Voilà ce que ça veut dire tout simplement aussi cette étude. Ensuite, il est allé plus finement faire des lésions étagées dans l'ensemble du tronc cérébral pour essayer de trouver la région, la petite région responsable de l'état. Et il a découvert qu'en légeant une petite région dans la partie dorsale du pont, qui s'appelle le sublatérodorsal tegmental nucleus, SLD, vous voyez cette petite région-là, vous allez voir ce qu'il a obtenu. En lésant, donc c'était des lésions électrolytiques à l'époque, on voit ici chez un chat aussi, on ne travaillait que chez le chat à l'époque, on voit que le chat est pendant le sommeil paradoxal et qu'il regarde des choses, il va ici faire sa toilette, il va avoir des comportements d'agressivité, comme on le voit ici, d'attaque, donc tout un répertoire en fait de comportements que Michel Jouvet a appelé les comportements oniriques. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait ça dans les années 60, et c'est seulement dans les années 80, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que la pathologie a été identifiée chez l'homme, avec les troubles du comportement en sommeil paradoxal, chez ce patient d'Isabelle Arnulf, qui m'a gentiment passé cette diapo que j'utilise depuis pas mal d'années. En fait, je pourrais changer, Isabelle. Et donc, ça montre, en fait, déjà, c'est intéressant, là, ça vous montre la puissance, justement, de l'outil animal, puisque même là, et c'est assez rare quand même, le modèle animal a précédé de très loin la pathologie humaine. Est-ce que l'homme, justement, a les mêmes problèmes que ce chat? On va en reparler. Ce que veulent dire ces expériences, c'est que les motoneurones sont inhibés pendant le sommeil paradoxal par une voie provenant de ce fameux noyau sublatérodorsal. Donc ça, c'est très important. Il y a vraiment quelque chose d'actif. Deuxièmement, le sommeil paradoxal, contrairement à ce qu'on voit, on ne voit pas de tonus musculaire, on ne voit rien au niveau musculaire. En fait, quand vous enlevez l'inhibition, vous voyez beaucoup d'activité musculaire. Donc,
J'aime à dire récemment que c'est un, en fait, état moteur. Simplement, on cache le moteur parce qu'on ne veut pas tomber du lit, bien sûr, comme ce patient. La question qui se pose et qui est très importante pour comprendre la fonction du sommeil paradoxal, c'est de savoir pourquoi on a besoin de générer comme ça des séquences motrices pendant le sommeil paradoxal et qu'est-ce qui les génère. C'est-à-dire quelle structure envoie cette commande motrice, avec évidemment l'idée, en ce qui nous concerne, que ça peut être le cortex moteur, mais ce n'est pas encore prouvé. Maintenant, donc, ces neurones du noyau sublatéro-dorsal sont extrêmement importants. Ils génèrent, tout au moins, l'atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal. Donc la question qu'on s'est posée ensuite dans toutes ces années, c'est de démontrer les voies neuronales responsables de cette hyperpolarisation des motoneurones. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces fameuses privations rebond dont je vous ai parlé, et on a regardé l'ensemble du cerveau après le rebond de sommeil paradoxal. Donc là, on visualise les neurones actifs pendant le sommeil paradoxal grâce à cette méthode. C'est assez extraordinaire, ça vous donne une photo de l'ensemble des systèmes actifs pendant le sommeil paradoxal. Si vous regardez le noyau sublatéro-dorsal et vous couplez avec des marqueurs de neurotransmetteurs, vous vous apercevez qu'il y a un seul marqueur qui est contenu dans ces neurones, qui est le transporteur vésiculaire 2 du glutamate, VGLUT2, qui est un marqueur spécifique des neurones glutamatergiques. Le marqueur spécifique des neurones GABAergiques, la GAD69, glutamate décarboxylase, pas de marquage. Le marqueur spécifique de l'acétylcholine, cholinacyltransférase, pas de marquage. Donc ni cholinergique, comme il a été pensé pendant des décennies, ces neurones sont glutamatergiques, ne sont pas cholinergiques, ne sont pas GABAergiques. Donc là, c'est vraiment un pas important qui avait été franchi. Ensuite, vous pouvez me dire, ok, ça c'est que de la neuroanatomie, finalement, ça ne veut rien dire. Et c'est vrai, quelque part, ça ne veut rien dire. C'est juste une proposition, c'est une proposition de fonction. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une première technique avant cette souris trappe, une première technique d'inactivation génétique permanente chez le rat de ce transporteur vésiculaire glutamate 2 du glutamate. Et donc, quand on fait effectivement cette inactivation que dans le noyau sublatéro-dorsal et que d'une protéine, une seule, le neurone, il est intact. Il y a juste une protéine qui manque dans le neurone. Et si on fait ça et qu'on regarde le sommeil paradoxal, on voit comme chez ce rat qu'il y a un tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal et que l'animal a des comportements oniriques exactement comme Michel Jouvet l'avait décrit chez le chat. Donc, c'est la preuve définitive que ce système est glutamatergique. Et maintenant, j'en arrive à la souris trappe. Et qu'est-ce que peut nous apporter la souris trappe donc, par rapport à ces données? Qu'est-ce que nous apporte cette souris sur l'activité des neurones du SLD et plus largement du tronc cérébral? Vous voyez une image ici du pont de la souris et vous voyez que les neurones actifs pendant l'éveil sont en rouge, les neurones actifs pendant le sommeil paradoxal sont en vert. Sur le même animal, vous avez les deux états. Si les neurones sont actifs dans les deux états, ils seront en jaune. Si j'agrandis cette zone, qui correspond à la zone du sublatéro-dorsal, je vois deux choses. Je vois le sublatéro-dorsal qui est plutôt vert et je vois une zone ici qui est plutôt rouge. Ce noyau s'appelle le noyau parabrachial latéral. Statistiquement, on le voit à gauche, il y a beaucoup plus de neurones rouges dans ce noyau parabrachial et ils sont très peu activés pendant le sommeil paradoxal. Première preuve définitive que là, l'éveil n'a rien à voir avec le sommeil paradoxal. Vous voyez, neurones rouges, neurones verts. Neurones rouges ne sont pas jaunes, donc ne sont pas actifs pendant le sommeil paradoxal. La puissance de la méthodologie ici est vraiment illustrée parfaitement. C'est la première fois au monde qu'on voit sur le même animal deux états comme ça au niveau cellulaire. En passant, le noyau parabrachial latéral n'est pas très connu pour induire l'éveil et ça ouvre même des perspectives sur tous les états. C'est-à-dire qu'on peut, dans l'avenir, se dire « Ah,
pour l'éveil, pour le sommeil lent, pour le sommeil paradoxal, je vais découvrir de nouvelles structures. Si je me focalise sur le sublatérodorsal, j'agrandis, on voit quelque chose de différent cette fois. On voit à gauche plus de neurones verts que de neurones rouges, ce qui est logique, c'est un centre du sommeil paradoxal. Je vois quand même des rouges, c'est intéressant. Il y a quand même quelques neurones actifs pendant l'éveil dans cette région. Et donc, ce qu'on se pose la question avec Blandine Duval, et je voudrais remercier la SFRMS pour lui avoir attribué la première bourse de thèse de l'histoire de la SFRMS. C'est vraiment un grand merci à vous. Et donc, sous la direction de Patrice Faure, ce qu'elle va faire, grâce à cette souris trappe, c'est d'essayer de mieux comprendre, plus finement comprendre ces neurones du noyau sublatérodorsal. Maintenant, vous avez ces neurones qui donc sont responsables de l'atonie musculaire, mais sont excitateurs. Comment vous allez jusqu'aux motoneurones, inhiber les motoneurones pendant le sommeil paradoxal? Évidemment, ça va pas le faire, puisque du glutamate, ça va exciter les motoneurones. Donc, il y a forcément un système inhibiteur entre les deux. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est une étude des années 90 de mon ami Michael Chase, malheureusement disparu il y a quelques années. Tous les géants du sommeil paradoxal disparaissent progressivement de la découverte. On voit ici que chez le chat, c'est une expérience quasiment impossible à faire, d'ailleurs personne n'a réussi à la refaire. Vous avez l'enregistrement d'un motoneurone spinal et vous voyez ce décrochage dans le potentiel de membrane, ici, à l'entrée du sommeil paradoxal, donc ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Cette hyperpolarisation est réversée quand vous mettez la strychnine que sur le neurone. C'est un antagoniste de la glycine, vous connaissez peut-être pas la glycine, mais en fait c'est le neurotransmetteur principal, inhibiteur, dans la moelle épinière. Ça veut dire qu'il y a des prémotoneurones glycinergiques qui hyperpolarisent les motoneurones pendant le sommeil paradoxal. Donc évidemment, la question, c'est où sont localisés ces neurones glycinergiques. Je retourne à notre trappe mince et voir un peu ce qu'elle nous dit sur où sont localisés ces neurones glycinergiques responsables de l'hyperpolarisation des motoneurones dans le bulbe rachidien. On voit ici très bien, là encore, c'est de l'éveil en rouge du sommeil paradoxal en vert. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Encore une fois, l'éveil et le sommeil paradoxal, cette méthode nous permet de démontrer que ce sont deux états très différents. Et si je focalise sur cette petite région qui est juste au-dessus de l'olive inférieure, et je fais un agrandissement, je vois une population magnifique de neurones spécifiquement activés pendant le sommeil paradoxal en vert. Vous voyez qu'il y a des neurones activés pendant l'éveil, ils sont plus latérales. Ce sont d'autres neurones et c'est un autre système responsable de l'éveil ici qui est marqué. Vous pouvez aussi bien différencier ça. On avait montré au préalable que ces neurones ici exprimaient le transporteur 2 de la glycine, qui est un marqueur des neurones glycinergiques. On avait aussi montré que ces neurones se projettent sur les motoneurones spinaux. Ce sont nos candidats idéaux pour faire l'hyperpolarisation des motoneurones au cours du sommeil paradoxal. Maintenant, évidemment, encore une fois, ce n'est pas une preuve et il fallait apporter une preuve que c'était bien ces neurones qui hyperpolarisaient les motoneurones pendant le sommeil paradoxal. On a utilisé la même technique, vous voyez, on a inactivé cette fois la transmission GABA-glycine de ces neurones à l'aide d'une technique génétique chez le rat. Et vous avez vu ce rat qui faisait des mouvements pendant le sommeil paradoxal, on le voit ici, il a un tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal, on prouve bien que sans une protéine dans ces neurones qui est responsable de la transmission GABA-glycine, eh bien, on n'a plus d'atonie musculaire. Donc, en résumé de cette première partie, on voit que nos neurones glutamatergiques excitent des neurones glycinergiques GABAergiques qui eux-mêmes vont hyperpolariser des motoneurones spinaux et c'est comme ça qu'on a de l'atonie musculaire. Reste à déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau cortical. Est-ce que c'est vraiment le cortex moteur qui génère l'atonie, plutôt l'excitation motrice qu'on voit quand on enlève l'atonie musculaire?
Une autre question très importante, bien sûr, c'est comment vous mettez en route ces neurones. C'est très bien. Vous avez ces neurones glutamatergiques, mais qu'est-ce qui fait que pendant le sommeil paradoxal, ces neurones se mettent en route? Et donc, cette fois, on a utilisé notre fameuse autre méthode, qui est le rang en contention, et on a démontré que quand on arrêtait le GABA qui se trouve dans le noyau sublatéro-dorsal, avec un antagoniste du GABA qui s'appelle la bécuculine, on a en permanence un état de sommeil paradoxal. Donc, si vous enlevez le GABA ici, qui arrive sur le SLD, les neurones deviennent actifs en permanence. Vous avez en permanence du sommeil paradoxal. Bien sûr, la question cruciale dès lors était de démontrer où se localisaient ces neurones GABAergiques. On l'a fait avec les fameuses techniques que je vous ai exposées, qui sont des techniques d'imagerie cellulaire, utilisant des marqueurs des neurones GABAergiques et du traçage rétrograde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement je vous montre ici où sont localisés ces neurones. Ils sont localisés dans la substance grise paraxicale ventrolatéral, la partie dorsale du noyau profond du mésencéphalique, c'est les neurones rouges GABA. Ils sont aussi visibles ici chez cet animal qui est en train de lutter contre le sommeil paradoxal, puisqu'il ne veut pas que son SLD démarre, bien sûr, dans ce cas. Bien sûr, là encore, c'est de la neuroanatomie. Donc on a, nous, été les premiers à inhiber ces systèmes. Ici, on voit que si on inhibe ce système, si on inhibe ces neurones, ici même unilatéralement, on a une augmentation dramatique des quantités de sommeil paradoxal, puisqu'on libère l'inhibition du SLD. Tout ça a été reproduit maintes fois. Je pense que c'est très important aussi, quand vous faites quelque chose, ça soit reproduit. Et donc maintenant, il est clair que ce système GABAergique est crucial. Bon, ben là, j'ai un problème, c'est que mon histoire, elle n'est pas finie, parce que ces neurones GABAergiques empêchent le SLD de démarrer, mais qu'est-ce qui fait que j'enlève ce GABA? Et donc, vous allez me dire, vous commencez à m'embêter, c'est énervé, parce que ça devient trop compliqué. C'est effectivement compliqué, et certainement plus compliqué que ce qu'on croit, mais malgré tout, je suis obligé de chercher qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce système qui est actif pendant le sommeil paradoxal et qui va le déclencher. Et là, quand on a cherché les neurones actifs pendant le sommeil paradoxal, aussi avec notre technique CEPHOS, et on a cherché ceux qui contrôlaient cette région, on s'est aperçu qu'en fait, la majorité des neurones qui contrôlaient cette région, actifs pendant le sommeil paradoxal, se trouvaient dans l'hypothalamus. Ce qui est fou, parce que j'ouvrais le tronc cérébral, vous avez le sommeil paradoxal. Là, je vous rajoute un étage que personne n'avait exploré auparavant, avant nos études, c'est l'hypothalamus. Et on voit qu'une grande partie de ces neurones-là expriment le neuropeptide mélanine concentrating hormone. À ce moment-là, on a aussi montré, et je pense que ça reste toujours le seul vraiment neuropeptide hypnogène qui va stimuler le sommeil. Parce que quand on fait des injections intracérébro-ventriculaires de ce peptide, on induit le sommeil paradoxal. En fait, on multiplie on atteint jusqu'à 300% des quantités de sommeil paradoxal, 150% des quantités de sommeil lent. Ça, on a montré ça il y a 20 ans. On parlait d'anniversaire avec mon ami Yves. C'est aussi les 20 ans d'anniversaire de découverte du premier neuropeptide qu'on a fait, donc qui induit le sommeil paradoxal. On peut penser que c'est un facteur hypnogène qui sera un jour utilisé pour le traitement de l'insomnie. Ça a été vérifié par multiples approches, les approches plus récentes, comme par exemple l'optogénétique. Que nous dit, j'en suis où là dans mon horaire, moi, que nous dit la souris trappe sur cette aventure et cette nouvelle démonstration que l'hypothalamus est très importante pour induire le sommeil paradoxal. Et donc, si on regarde d'abord des souris, les neurones MCH. Ça, ce travail est fait par Amarine Chancel, qui est en thèse actuellement dans le laboratoire, et sa grande question, c'est d'étudier cette région pour mieux la comprendre. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus complexe. J'ai les veilles rouges, le sommeil paradoxal vert, jaune les deux, mais je rajoute la MCH en bleu. Et vous voyez que si je fais un agrandissement de cette partie-là, et que je regarde mes neurones MCH, vous voyez les petits points blancs.
une grande partie de ces neurones sont actifs pendant le sommeil paradoxal. Et pratiquement aucun sont rouges, donc actifs pendant l'éveil. On confirme là que c'est bien un système responsable, activé pendant le sommeil paradoxal. Maintenant, si je regarde un autre système qui est classique, et ça c'est très important pour comprendre comment marche le sommeil paradoxal, si on regarde cette fois un autre système que vous connaissez tous, qui est le système hypocrétine-orexine, ce sont des neurones qui sont très voisins des MCH, mais qui sont connus pour être impliqués dans l'éveil et dont la disparition induit la narcolepsie. Vous voyez que cette fois, au lieu d'avoir des neurones avec du céphos, donc actifs pendant le sommeil paradoxal, on voit énormément de neurones violets. Violet, bleu, plus rouge. Ça donne du violet. Pratiquement tous les neurones hypocrétines sont actifs pendant l'éveil. Par contre, nos résultats sont un peu troublants parce que quand on regarde ici les neurones actifs pendant l'éveil, donc qui sont télétomato, on voit que ce n'est pas significativement plus important que ceux qui sont actifs pendant le sommeil paradoxal. Et vous avez vu Isabelle Lambert hier qui vous disait que les neurones hypocrétines, peut-être, qui sont en partie actifs pendant le sommeil paradoxal. Vous voyez que l'histoire ici des neurones hypocrétines n'est pas encore terminée. Si on part maintenant sur le cœur de notre problématique actuelle, c'est si on va au-delà des neurones MCH, est-ce qu'il y a d'autres neurones actifs pendant le sommeil paradoxal dans cette région? C'est encore beaucoup plus complexe. Et on a découvert récemment qu'un deuxième type de neurones, les neurones qui contiennent la LHX6, sont actifs aussi pendant le sommeil paradoxal. Ils sont situés dans la zone incertain, un peu au-dessus des neurones MCH. Donc on a une deuxième population, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quoi elle sert? Et en fait, l'histoire n'est pas finie, parce que si je vous montre ici ces chiffres-là, vous voyez que seulement 4 à 6% des neurones ont été identifiés, des neurones actifs pendant le sommeil paradoxal ont été identifiés dans l'hypothalamus. Ça veut dire qu'on a plein de populations inconnues encore. On a plein de travail pour comprendre ça. Vous voyez ici, par exemple, ce petit noyau qui nous intéresse beaucoup avec Amarine, qui n'est pas marqué avec la MCH ou la LHX6. Ça sera pour la prochaine fois. On vous en parlera plus. Donc, si je fais un résumé de cette première partie, si je fais un résumé de cette première partie, vous voyez notre réseau du sommeil paradoxal. Là, donc, on a une revue qui est soumise, qui va bientôt sortir sur une mise à jour de ce réseau. Donc, je ne vais pas, une fois encore, vous assommer par ce réseau. Je vous ai d'ailleurs exposé qu'une partie du réseau, puisqu'il est complexe. Mais pour résumer, il y a le SLD, vous voyez, le réseau de la tonie musculaire ici, et les MCH ici, et la LHX6 ici dans l'hypothalamus. Donc globalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tronc cérébral, ici, avec ce système de contrôle au-dessus dans la VL-PAG, qui va contrôler le SLD. Mais ensuite, il y a un étage supérieur, très complexe, l'hypothalamus, avec tous ces systèmes qui contrôlent le tronc cérébral. Donc, une chose importante, c'est qu'on pensait avec Michel Jouvet que le tronc cérébral était nécessaire et suffisant au sommeil paradoxal. En fait, on s'aperçoit qu'il faut aussi l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est la tour de contrôle de tout le système autonome du cerveau. Tout ce qui est autonomique est contrôlé et régulé par l'hypothalamus. Maintenant, j'arrive à cette autre partie, dernière partie. Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est une qui me passionne récemment. C'est est-ce que l'activité corticale est comparable pendant l'éveil et le sommeil paradoxal? D'où le nom paradoxal de Michel Jouvet, puisqu'il y a l'atonie musculaire que je vous ai montré, et il y a, tout au moins on l'a pensé pendant des décennies, depuis les années 50, fin des années 50 jusqu'à presque aujourd'hui, il y a ces mouvements rapides des yeux, il y a cette activation corticale, donc vous vous dites, ah ben alors, il y a un paradoxe, il y a à la fois une personne qui dort profondément, qui n'a pas de tonus musculaire,
mais son cortex était extrêmement actif de façon similaire à l'éveil. Et donc, avec notre souris trappe, c'est la première fois qu'on peut directement répondre à cette question. Ça n'était pas possible avant, puisqu'avant, il fallait 2 souris différentes, donc vous ne pouvez pas savoir si les mêmes neurones sont activés pendant les 2 états. Et c'est là toute la puissance extraordinaire de cette méthodologie nous apporte. Et vous voyez ici, en rouge, les neurones actifs pendant l'éveil, rouge-orangé, on va dire, dans le cortex, mais aussi, vous voyez ici, du sous-cortical, et les neurones actifs en vert pendant le sommeil paradoxal. Je pense que là, je peux déjà conclure, vous serez d'accord, qu'ils ne sont pas exactement au même endroit. La première chose qui est importante par rapport à nos résultats, c'est que l'activité corticale est beaucoup plus importante pendant l'éveil que pendant le sommeil paradoxal. On voit beaucoup plus de neurones rouges ici dans le cortex que de neurones verts, et c'est beaucoup plus répandu dans l'ensemble du cortex. Par contre, pendant le sommeil paradoxal, c'est très restreint à quelques structures corticales. Et on voit ici le cortex rétrospénial, et on verra plus tard le gyrus dentelé. Ces résultats concordent avec nos données obtenues chez le rat, sauf que, à l'époque, on utilisait 2 rats différents. Donc on n'avait pas la preuve que c'était vraiment pas les mêmes neurones. Si je regarde en fort grossissement cette région, je m'aperçois ici que le cortex rétrospénial, c'est essentiellement des neurones activés pendant le sommeil paradoxal. Très peu sont activés pendant les 2 états. Vous voyez, les neurones activés pendant l'éveil se réactivent très très peu, seulement 10% pendant le sommeil paradoxal, donc 90% ne s'intéressent pas au sommeil paradoxal. Si je regarde le cortex visuel, vous voyez, pratiquement pas de neurones jaunes, un monde différent, complètement différent, pendant l'éveil et le sommeil paradoxal. Si vous pouvez me dire, OK, vos travaux, ce sont des travaux qui montrent des neurones, peut-être liés au sommeil paradoxal, mais finalement, si j'enregistre les neurones, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, il faut enregistrer les neurones. Vous ne pouvez pas simplement faire des conclusions avec la souris trappe. La souris trappe vous donne des indications. Et là, on a enregistré les neurones du rétrospénial pendant les différents états. Vous voyez ici le sommeil paradoxal. Vous voyez que ces neurones du rétrospénial sont plus actifs que pendant même l'éveil actif. D'accord? Et bien sûr, pendant le sommeil lent. Et on a 70% quasiment des neurones sont plus actifs pendant le sommeil paradoxal dans cette région. Ils sont couplés aussi avec l'activité θ, ce qui est très intéressant par rapport à leur fonction. Donc là, c'est une preuve que vraiment, il y a un système très spécifique dans le cortex rétrospénial qui a un rapport avec le sommeil paradoxal. Évidemment, la question, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on a cette activation du cortex rétrospénial pendant le sommeil paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau fonctionnel? La deuxième découverte qu'on a fait, c'est l'hippocampe. Est-ce que l'hippocampe, qui est le soutien de la mémoire, je vous le rappelle, est-ce que l'hippocampe a une activité différente pendant l'éveil et le sommeil paradoxal? Voilà, j'agrandis ici cette petite région. D'ailleurs, vous voyez aussi l'ensemble du cerveau. Vous pouvez voir les rouges et les verts dans tout le cortex une fois de nouveau, mais je vais focaliser là sur l'hippocampe. Et vous voyez ici quelque chose d'évident, qui était ma première diapositive, c'est que le gyrus dentelé contient un nombre fabuleux de neurones verts, très peu de neurones rouges, vous voyez ici. Et d'ailleurs, c'est très statistiquement différent. Aucun de ces neurones ne se réactive, donc il y a très peu de match entre l'éveil et le sommeil paradoxal. Aucun neurone jaune, les états n'ont rien à voir. Ce qui est encore intéressant ici, c'est que le gyrus dentelé est une région dont vous avez certainement entendu parler pour la consolidation de la mémoire. Toutes les mémoires sont stockées dans le gyrus dentelé et votre gyrus dentelé s'active pendant le sommeil paradoxal. Donc évidemment,
en utilisant la souris trappe, on va pouvoir examiner cette question de la fonction de ces neurones du gyrus dentelé. Ce qu'on s'est posé aussi comme question, c'est de savoir qu'est-ce qui est responsable de cette activation si particulière pendant le sommeil paradoxal, si différente de l'éveil de ces petites structures cérébrales corticales. On a fait ici, là encore, des études de traçage de voix, couplant l'activation neuronale pendant le sommeil paradoxal. Vous voyez des injections dans le gyrus dentelé, cingulé antérieur, cortex rétrospédial, et on a cherché quels étaient les neurones qui pouvaient être responsables de l'activation spécifique de ces systèmes pendant le sommeil paradoxal. Et on a trouvé en fait, à notre grande surprise, 2 structures seulement. Le noyau supramammillaire latéral, qui est un neurone qui se trouve dans l'hypothalamus latéral, qui est la seule structure qui projette ici dans le gyrus dentelé et qui est active pendant le sommeil paradoxal. Et pour le cortex, on a montré que le claustrum, qui est une structure assez fabuleuse, qui avait été très peu étudiée, Francis Crick, prix Nobel, avait dit que c'était important pour la conscience. Et on voit ici que ça contient beaucoup de neurones actifs dans le sommeil paradoxal qui se projettent sur le système. Donc, qu'en est-il de ces systèmes qu'on vient de découvrir et comment on va pouvoir les étudier? Là encore, la souris trappe va nous aider et surtout aussi nous permet de montrer que l'éveil et le sommeil paradoxal, encore une fois, sont très différents. J'espère que vous serez convaincus après ma conférence. Donc, si je regarde le cortex préfrontal et ces 2 régions, le cortex cingulé antérieur ici, et le claustrum, la première constatation, c'est qu'il y a très peu d'activation verte, il y a très peu de neurones verts. Donc, le cortex préfrontal n'est pas actif pendant le sommeil paradoxal. On voit par contre qu'il y a une activité, en particulier dans le cortex cingulé antérieur, vous voyez tous ces neurones rouges pendant l'éveil. Il y a quelques neurones pendant le sommeil paradoxal, j'en ai parlé ici, surtout dans la partie ventrale, mais majoritairement, ce sont des neurones actifs pendant l'éveil. Encore une fois, pas de neurones jaunes. Donc, système différent, activation différente pendant l'éveil et le sommeil paradoxal. Si je regarde l'autre région, le claustrum, et là aussi, la méthode nous permet pour la première fois dans l'histoire de montrer que les neurones actifs pendant l'éveil et pendant le sommeil paradoxal sont des neurones différents, puisque vous voyez ici, il y a les neurones verts actifs pendant le sommeil paradoxal, qui sont différents des neurones rouges actifs pendant l'éveil. Ça veut dire que le claustrum, il joue un rôle important dans l'activation corticale pendant l'éveil, mais avec une population de neurones, et pendant le sommeil paradoxal, il utilise une autre population de neurones. Bien sûr, maintenant, on va regarder avec la souris trappe, on va prouver ça, on va étudier cette voie du claustrum sur le cortex qu'on pense être responsable de l'activation de tout le système au cours du sommeil paradoxal. Donc j'en arrive à la conclusion de mon exposé ce matin. Comme vous le voyez, le sommeil paradoxal est un état très différent de l'éveil. C'est un état avec uniquement de l'activation de quelques structures limbiques, comme le cingulé antérieur, le gyrus dentelé, l'entorhinal médian, dont je n'ai pas parlé, le noyau, le cortex rétrospédial. Très peu de structures sont activées pendant cet état, et toutes ces structures sont limbiques. Toutes ces structures sont impliquées dans la mémoire. C'est quand même assez fort. Au niveau de l'activation de ces structures, on a montré que le claustrum donc activait ces structures. Il faut qu'on prouve définitivement ça, sauf le gyrus dentelé, où on voit que les neurones du supramammillaire activent cette structure. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, justement, je pense que si on trouve à quoi ça sert, eh bien, la fonction du sommeil paradoxal sera enfin
découverte. Bien sûr, une possibilité, et je suis persuadé que ça soit le cas, c'est que cette structure induise les rêves, y compris bien sûr ceux avec une activation motrice, et qui sont bloqués, dont l'induction motrice est bloquée par notre système d'atonie musculaire qu'il y a présent ici. Vous pouvez donc, pendant le sommeil paradoxal, tester de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements moteurs. Vous n'avez aucun risque. Vous pouvez jouer avec tous les systèmes d'activation moteur puisque vous avez l'inhibition. Donc vous pouvez tester de nouvelles stratégies motrices pendant le sommeil paradoxal, et c'est certainement aussi une des fonctions importantes à explorer. Ce qu'on explore aussi avec Justin Massey, qui est en thèse aussi dans le laboratoire, que je salue, qui est ici avec Amarine d'ailleurs, et qui vont d'ailleurs tous les deux donner une conférence après moi, à midi. Je vous invite à aller voir leur conférence dans la session Jeunes chercheurs. Et Justin va regarder la régulation de l'humeur. Si effectivement, une autre question, et vous savez très bien que le sommeil paradoxal, les rêves sont très émotionnels. On sait la liaison sommeil paradoxal et dépression depuis 50 ans, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. Donc nous, on va essayer de comprendre vraiment, est-ce qu'il y a une liaison entre la régulation de l'humeur et ce système du sommeil paradoxal. Donc il utilise un modèle de dépression chez la souris, stress chronique, léger, imprévisible, vous voyez, avec différentes petites choses qui embêtent la souris pendant 3 semaines. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit ici l'augmentation de 30% des quantités de sommeil paradoxal. Donc le fait de stresser l'animal induit une augmentation des quantités de sommeil paradoxal. Ce que Justin va faire, c'est voir est-ce que ça change le réseau. Une fois qu'on aura vu si ça change les réseaux, eh bien on va aller intervenir avec notre souris trappe sur le réseau pour voir si on restaure en fait une humeur normale chez l'animal. Je voulais finir aussi quand même pour vous parler de la mémoire. Je ne crois pas que ce soit la seule fonction du sommeil paradoxal, mais vous savez qu'il y a eu une histoire de la mémoire et du sommeil paradoxal. Avant les années 2000, tout le monde disait la mémoire, oh, c'est le sommeil paradoxal. Consolidation mnésique, c'est le sommeil paradoxal. Après 2000, tout le monde a dit la mémoire, c'est le sommeil lent, le sommeil paradoxal ne sert à rien. D'accord ? Depuis 5 ans, et si vous regardez ces papiers ici que j'ai listés, ça commence en 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, eh bien, le sommeil paradoxal is fighting back, revient sur le devant de la scène, et il y a tout un tas de travaux vraiment fascinants qui montrent que le sommeil paradoxal intervient dans la consolidation mnésique, et en particulier le réseau qu'on a décrit. Donc le supraamylaire, par exemple, sur le gyrus dentelé, ça intervient dans la mémoire spatiale. Une voie qu'on n'avait pas vue, qui se projette sur CA2, ils ont démontré que là, c'est important pour la mémoire sociale. Vous voyez que la consolidation de cette mémoire intervient pendant le sommeil paradoxal. Ici, ce qui est aussi extraordinaire avec ces gyrus dentelés, ce sont des nouveaux neurones. On sait qu'il y a des nouveaux neurones générés. Eh bien, ils montrent qu'effectivement, ce sont des nouveaux neurones qui s'activent pendant le sommeil paradoxal et qui sont responsables de la consolidation. Le rétrospénial qu'on a montré contrôle toute cette affaire, il est au-dessus de ce système, il joue un rôle dans la consolidation mnésique. Il y a des choses plus bizarres. Il y a une équipe qui a montré que les neurones MCH, qu'on a dit, et qui étaient importants pour la genèse du stade, vont aussi sur l'hippocampe, et là servent à oublier pendant le sommeil paradoxal. On a un rôle dans l'oubli, ce qui est quand même assez fou. Et enfin, il y a la magnifique étude de mon ami Antoine Adamantidis et Mathia Aimé, sur le rôle du préfrontal. Il confirme que le préfrontal est inactif pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire que le soma est inactif. Il y a une inhibition par un interneurone somatique. Par contre, il y a une désinhibition de la dendrite, des dendrites. Donc vous avez une espèce de dissociation entre la dendrite et le soma, et ça sous-tend aussi la mémoire. Donc vous voyez que c'est clair que la mémoire et la consolidation mnésique, le sommeil paradoxal maintenant, redevient clé dans cette histoire. Et je conclus par remercier l'équipe de recherche qui donc fait en fait tout le travail.
que je vous ai présentés, Renato Maciel, Amarine Chancel, Sébastien Cabrera, Justin Malcet, Blandine Duval, John Rochat, Sébastien Artaud, Anne-Laure Morel, Christelle Perron et Patrice Faure, donc de l'équipe Sommeil du Centre de neurosciences de Lyon. Je vous remercie. Merci Pierre Hervé. Je vois que donc après 70 ans, il y a encore beaucoup de questions, peu de réponses. Par rapport à l'ADN, je le disais, découvert en septembre 53. 70 ans après, c'est séquencé. On connaît beaucoup de choses sur l'ADN. Alors que pour le sommeil paradoxal, il y a beaucoup d'énigmes. Donc merci Pierre, mais il faut bosser un peu plus maintenant. Allez, bon café.